notre cher collègue et professeur Souleymane Bachir Diane. C'est un vrai plaisir et un honneur de pouvoir introduire Souleymane Bachir Diane. Le professeur Bachir Diane est philosophe reconnu comme un des plus grands penseurs de l'actualité. Il s'est intéressé à la traduction, au dialogue entre l'Afrique et l'Occident, au rapport entre l'islam et la modernité, ainsi qu'à la pensée d'Henri Bergson. Il a enseigné la philosophie à l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, au Sénégal, ainsi qu'à Northwestern University aux États-Unis. Il est aujourd'hui professeur dans les départements d'études francophones et de philosophie de l'Université de Columbia à New York, où il dirige également l'Institut d'études africaines. Grand ami de l'IEA, ex-fellow, il est aujourd'hui membre associé de l'Institut. Il incarne très certainement cet esprit d'ouverture, de curiosité et de liberté qui caractérise cet endroit. Et c'est pour nous un privilège de pouvoir compter sur lui pour cette conférence inaugurale des 15 années de l'IEA. Merci beaucoup, Bachir. Merci infiniment, mon cher Louis. Merci infiniment, cher Louis. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez fait beaucoup d'amitié tout à l'heure en disant que je m'étais rendu disponible pour cette rencontre et vous avez parlé de ma générosité. Je vous dirais que c'est le moins que je puisse faire. Je voudrais, en souhaitant un joyeux anniversaire à notre institut et en saluant de nouveau cette œuvre magnifique que vous-même et notre ami commun Alain Suppiot avez édifiée, dire tout ce que je dois à l'Institut d'études avancées. J'ai mes travaux les plus récents sur la traduction, sur la philosophie de la traduction et sur la philosophie de nouvelle universelle doivent énormément aux échanges que j'ai eus au sein de cet institut avec plusieurs cohortes de fellows que je retrouve ici avec grand plaisir. Et je revois Marc, avec qui nous avons eu beaucoup de passe doblés philosophiques sur les questions qui sont les miennes. Et évidemment, qu'il s'agisse de traduction, la traduction comme humanisme, une manière de reconstituer notre humanité commune, ou qu'il s'agisse de penser ensemble un universel à forger ensemble, ces thèmes sont chez eux, dans un institut comme le nôtre. Et ce n'est pas une des indications de la domiciliation de ces thèmes dans l'institut que vous avez créé, Monsieur le Premier ministre. C'est déjà le nom de Jacques Berck, grand traducteur devant l'Éternel. C'est le nom de Simone Weil, qui a envisagé à un moment donné, dans ses écrits contre le colonialisme, auquel je dois d'avoir pensé à notre ami Alain Suppiot, elle a même envisagé cette utopie fantastique qui était le dépassement du colonialisme par le cosmopolitisme. Voilà toutes les raisons qui font que quand l'Institut d'études avancées de Nantes appelle, je me rends disponible. Voilà. Alors, Monsieur le Premier ministre, très chers collègues, chers amis, l'humanité comme premier universel. Mes premiers mots seront pour, en quelque sorte, mettre mes pas dans ceux de Monsieur le Premier ministre, puisqu'il a évoqué le nom d'Aimé Césaire et indiqué, au fond, que ce n'est qu'une idée reçue, que les auteurs que l'on appelle post-coloniaux ou décoloniaux ne savent parler que de leurs identités et de leur particularisme pour les opposer à l'universalisme. Ceci est une idée reçue, simplement. Et contre cette idée reçue, il est bon de rappeler, par exemple, que tous théoriciens et poètes de la négritude qu'ils aient été, Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire ont été aussi et ont été avant tout des penseurs de la totalité du monde, des penseurs de notre temps et ainsi que de l'exigence de mener combat, non pas seulement contre le colonialisme et ce que l'on appelle la colonialité, mais pour
pour un humanisme du XXe siècle, c'est une expression de Senghor, ou pour un humanisme universel, expression d'Aimé Césaire. Et il faut du reste préciser que c'est au nom de cet humanisme universel qu'ils ont l'un et l'autre soutenu que le combat contre le colonialisme devait être mené. Ceux donc qui voudraient voir en eux des penseurs d'un autre temps, où l'on pouvait naïvement croire en l'universel, et leur opposent le réalisme et surtout la radicalité d'un auteur comme Frantz Fanon, oublient que ce dernier, lui aussi, proclame dans les dernières pages de son premier ouvrage, Peau noire, masque blanc, mais également dans son dernier ouvrage, quasi posthume, puisqu'il est mort peu de temps après avoir fini de l'écrire, que sur le plan individuel, comme il le dit, je le cite, il n'est pas esclave de l'esclavage, donc tourné vers une identité qui serait à jamais formée, constituée par cette identité, et il refuse d'être assigné à une identité constituée dont ses pensées et ses actes seraient toujours la performance. Et sur le plan collectif, ceux et celles qui ont subi le colonialisme sont justement ceux et celles qui ont aujourd'hui la responsabilité d'inventer un humanisme universel, là où, dit Frantz Fanon, l'Europe n'en a pas toujours tenu la promesse. Il faut bien se rendre compte, parce que cette opposition facile est aujourd'hui faite dans les études dites postcoloniales, on dit Senghor et Césaire étaient bien trop accommodants, alors que Frantz Fanon, lui, est le grand radical, et on estime que l'humanisme de Senghor et l'humanisme de Césaire étaient, ma foi, quelque peu naïfs et justement trop accommodants. Et on oublie que Frantz Fanon, lui-même, a écrit, en effet, qu'il en appelait à l'homme, à l'humain, à la fin de Peau noire, masque blanc, et à la fin des damnés de la terre, là où il demande à son corps, puisque l'universalisme est également affaire d'inscription dans la chair du monde, ce n'est pas simplement ce que l'on pense, mais ce que l'on ressent, et il demandait à son corps de ne jamais lui faire oublier l'humanité de l'humain et la manière dont nous sommes tous inscrits justement dans la chair du monde. Et j'ajoute que le combat de Nelson Mandela et de Desmond Tutu offrant au monde le concept d'Ubuntu, un concept auquel je suis honoré d'être aujourd'hui identifié quelque peu, et que je traduis toujours comme faire humanité ensemble, eh bien ce concept s'inscrit dans cette même exigence d'un humanisme universel. Bref, il nous faut comprendre le mot d'ordre de décoloniser, qui est devenu un mot d'ordre utilisé partout. Il faut tout décoloniser, les musées, l'art, l'universel, par exemple. Eh bien, il faut le comprendre, ce mot d'ordre, comme signifiant, pour le dire dans les mots de Léopold Sédar Senghor, je le cite, « l'élaboration d'un nouvel humanisme qui comprendra cette fois la totalité des hommes sur la totalité de notre planète Terre. » Fin de citation. Et tout est dans ces deux mots, cette fois. C'est-à-dire que Senghor estime que l'humanisme a inventé et l'universalisme a inventé, c'est l'humanisme et l'universalisme tel que nous le connaissons. Simplement, il faut que cette fois, dit-il, toute l'humanité soit présente à sa réinvention. Ce n'est donc pas ignorer qu'après le colonialisme, nous continuons de vivre dans ce que l'on appelle la colonialité, que de dire qu'il importe aujourd'hui de tenir ferme les notions d'universel et d'humanisme, même si ces notions sont décriées et considérées avec beaucoup de scepticisme. Décriées, elles le sont par les courants de pensée qui découlent de la prémisse que comprendre le fonctionnement des structures, des institutions, des idéologies qui sont à l'œuvre dans les différents champs où s'inscrivent nos existences exige d'adopter la position de ce que mon vieux maître Althusser avait appelé un anti-humanisme théorique. Il y a eu très longtemps dans les sciences humaines et sociales, j'ai le sentiment que nous sommes en train d'assister à
un retour du balancier, mais enfin, vous me le confirmerez dans les échanges que nous aurons. Mais pendant très longtemps, effectivement, on a insisté sur les structures, les idéologies telles qu'elles nous agissent beaucoup plus que nous n'agissons et qui, au fond, ont signifié ce que Foucault a même appelé la mort de l'homme, la disparition de l'humanisme. Et quant au scepticisme, il consiste à écarter comme naïveté la notion d'une humanité au nom de la seule réalité qui serait celle de nos différences. Ce n'est pas un hasard si le penseur identitaire Alain de Benoît a déclaré que l'humanité n'était au mieux que sommation zoologique, je le cite, et ultimement un flatus vocis pur et simple. Ceci doit attirer notre attention sur le discours des identités. Le livre auquel je fais ainsi allusion, écrit par Alain de Benoît, s'intitulait « Europe, tiers-monde, même combat ». Quand un auteur si enfermé dans une identité européenne, un nationalisme européen qui, ma foi, n'est pas tellement quelque chose de très ouvert, pour dire le moins, alors quand il estime que le Sud global et de ce point de vue-là et l'Europe mènent le même combat, il faut se méfier de la nature du combat auquel il pense. Et le combat en question, c'est ce combat précisément qui voudrait enfermer l'humanité dans une juxtaposition d'identités, des identités qui seraient autant d'insularité qui ne communiqueraient pas. Et au fond, c'est la destruction même de l'idée d'un espace public que de penser de cette manière-là. Cela veut dire qu'au fond, tout propos que l'on viendrait à tenir ne serait que la performance de l'identité de celui qui parle. Et l'espace public n'en serait pas un, puisque les performances ne communiqueraient pas, elles se juxtaposeraient et simplement se succéderaient. Et ce langage qui s'entend aussi bien à gauche qu'à droite est ainsi celui de ce que Sophie Bessis a appelé, dans un ouvrage qu'elle va d'ailleurs republier et auquel elle m'a fait l'amitié de me demander de m'associer en écrivant une préface, Sophie Bessis a appelé cela, je la cite, « les lectures relativistes de l'altérité qui vont bien au-delà d'une ultime tentative de monopoliser l'universel. Elles disent, ces lectures relativistes, que le genre humain comme collectif n'est plus un horizon de pensée. » Eh bien, c'est contre ce scepticisme que mon propos est de dire qu'il est plus que jamais nécessaire de se donner pour horizon de pensée, pour but, ce premier universel qu'est l'humanité. De dire que notre but, c'est l'humanité. Une déclaration qui est aussi, vous l'aurez reconnu, une citation de l'homme politique, mais aussi du philosophe d'abord que fut Jean Jaurès, fondateur du socialisme français et du journal auquel il a justement donné pour titre « L'humanité ». Pour être précis, notre but est le titre de l'éditorial qu'il a écrit pour présenter cette publication en 1904. Je reviendrai dans une seconde partie de ma présentation sur ce qu'il faut entendre sur le plan collectif, pour ce qui est du genre humain, donc, par ce titre, et sur ce que le philosophe français nous donne ainsi à penser. Je voudrais auparavant, dans une première partie, dire que l'humanisme universel nous impose d'abord d'explorer la manière dont notre époque et les développements technologiques qu'elle connaît nous imposent de penser l'humanisme en le confrontant aux discours transhumanistes qui ont cours ici ou là. Je présenterai ensuite ce que le président Barack Obama, dans le discours qu'il a prononcé pour les funérailles de Nelson Mandela, a appelé le don au monde de ce dernier, l'humanisme universel porté par le concept en langue bantoue d'Ubuntu. Alors, pour parler de l'humain comme promesse, l'idée que l'humain est non pas un état, mais une promesse à réaliser. Nous sommes promesse d'humanité et nous avons la responsabilité et la lourde tâche de nous réaliser comme humains. Parler de l'humain comme promesse, pour cela, je cite de nouveau Sophie Bessis qui écrit, je la cite, « Il n'est plus fou de croire que le nouvel âge technologique prépare la naissance d'une
néo-humanité aujourd'hui en gésine, mais dont les contours se forment déjà. C'est là une déclaration qu'elle fait avant 2010, en tout cas, dans la première version de son ouvrage qui va être, comme je vous l'ai dit, republié dans une version nouvelle, mais une déclaration à laquelle les questions qu'aujourd'hui, qu'elle ne pouvait pas prévoir à ce moment-là, mais qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, avec son symbole qui est ChatGPT, pose aujourd'hui à la définition de notre humanité. Eh bien, ces questions donnent une acuité que l'autrice, Sophie, ne pouvait pas percevoir aussi nettement il y a 10 ans, puisque l'accélération en ce domaine a été foudroyante. La question qui est posée est celle, en effet, d'une définition, lorsque l'on prête attention à l'étymologie de ce mot. Définir un objet, c'est le délimiter pour le mettre à part de ce qui n'est pas lui. Définir, dit ainsi le philosophe Aristote, c'est inscrire la chose à définir dans le genre et la distinguer par sa différence spécifique qui constitue son propre. Rire est ainsi le propre de l'homme, comme a dit Rabelais, car rire est une manifestation d'intelligence, c'est-à-dire de capacité à penser ensemble, à comprendre un sens pour en goûter le sel. Or, si nous constatons, par exemple, qu'après la phase où le sens à comprendre et à transférer dans une autre langue a constitué une limitation interne à la programmation informatique, le détour par le gavage de la machine avec des données en croissance toujours exponentielle a permis aujourd'hui à l'ordinateur de contourner le mur du sens pour traduire de mieux en mieux la manière dont notre intelligence et même notre imagination créatrice constituent notre propre en tant qu'humain, et ce propre se trouve donc questionné. Mais c'est la traduction en transhumanisme de l'idée que l'humanité est un but qui pose question. Regardons par exemple ce qu'en dit le philosophe Michel Serres, qui invite à penser l'humain comme un hominiscent, c'est le néologisme de Michel Serres, pour dire qu'il vit de moins en moins selon la condition qui lui est faite et de plus en plus selon la condition qu'il ou elle fait et qu'il ou elle se fait. L'hominiscence, écrite ainsi Michel Serres, désigne une nouvelle condition humaine, en quoi on peut voir la néo-humanité dont parlait Sophie Bessis. Et voici comment Michel Serres l'a défini, je le cite, « Nous nous sommes mis à produire nous-mêmes ce qui jusque-là nous était donné, notre corps, la vie, la mort, la nature. De naturés, nous sommes devenus naturants. » Selon Serres, donc, avec tout ce dont il s'augmente, l'hominiscent laisse derrière lui son ancien corps pour en acquérir un nouveau, qui vit plus longtemps, qui ne connaît plus la douleur, dit-il, et qui, dit-il aussi, en tant qu'Européen, ne connaît plus la guerre. Alors, que l'hominiscent ne connaisse plus la douleur inévitable, ajoute-t-il, fait aussi que l'hominiscent va changer d'éthique et va aller vers des morales d'immortalité. Car ultimement, certaine immortalité devient non plus le rêve, mais le projet le plus assourdissant, charnel et rationnel de l'humanité. Il est bien évident que ce prolongement de la vie va changer les dispositions éthiques qui sont les nôtres, puisque notre sentiment de notre propre finitude elle-même va subir la transformation que Michel Serres évoque ici. On pourrait opposer à cet optimisme de Michel Serres, de l'hominiscent, que les exemples qu'il a considérés rencontrent déjà leurs opposés. Quand il parle, par exemple, de la disparition de la douleur, on voit bien que la crise des opiacés, qui est devenue une véritable épidémie, le nom de fétanyl
aujourd'hui est terrifiant, le mot même est terrifiant, eh bien, cette crise montre la contradiction qui existe au cœur de l'idéal d'élimination de la douleur, parce que c'est précisément parce qu'on cherche à éliminer la douleur que l'on tombe dans la douleur infiniment pire de l'addiction aux opiacés, et quand également l'événement dont un autre de mes anciens maîtres, Jacques Derrida, nous rappelle qu'il est l'imprévisible et l'impensable, a ramené la guerre en Europe, démentant les prédictions optimistes de Michel Serres. Mais il s'agit moins d'opposer des contre-exemples à Michel Serres et à la figure de l'hominiscent que de penser les transhumanismes comme ce que je tiens pour un contresens sur la signification de l'humanité comme but et non comme état. Un contresens, cela veut dire ici une contradiction dans les termes. Et rien n'éclaire mieux cette contradiction que cette réflexion du philosophe Heinz Wiesmann que je cite dans son intégralité, parce qu'elle vaut d'être entendue. C'est en se transcendant sans cesse que l'humain accède à ce qu'il est. Or, cette ouverture constitutive, qui fait de l'aventure humaine un arrachement perpétuel à l'état de nature, ne doit en aucun cas être confondue avec l'idéologie du transhumanisme, dont les tenants imaginent que grâce aux technologies dont il disposera demain, l'homme pourra améliorer son armature génétique et par là se transcender. Ce serait en fait une régression absolue, dans la mesure où l'organisme ainsi amendé vivrait intégralement conditionné par ses gènes. D'ailleurs, le terme transhumanisme évoque justement la sortie de l'humanité. Dans son projet même, ce mouvement renie ce qui caractérise l'humanité, à savoir l'aspiration à l'humanité. Fin de citation. On ne saurait mieux dire que l'autotranscendance de l'humain vers le but de son humanité, l'affirmation de Jean Jaurès que notre but c'est l'humanité, ce n'est pas une sortie de soi, mais un approfondissement de ce que nous avons à être. L'aspiration à l'humanité est donc le titre de cette seconde partie de ma réflexion, et elle signifie que l'humanité ne sera pas une aspiration simplement individuelle, mais un mouvement social, où il s'agira de transcender la fragmentation qui est la nôtre pour viser le but de la cité humaine, de la police de la cité comme cosmopolis. Dans les mots de Bergson, il s'agit de viser la République universelle, comprenant tous les hommes, par opposition à celle qui s'arrêtait aux frontières de la cité et qui s'en tenait dans la cité même aux seuls hommes libres. Cela me ramène dans un premier temps au scepticisme qui doute, voire refuse que puisse être réelle une telle aspiration à l'humanité. Ce scepticisme, je l'évoquais en introduction, se veut d'abord un réalisme qui fait valoir que la République universelle dont parlent les philosophes est une chimère, que l'humanité est une abstraction, quand ceux et celles que je peux appeler les miens sont eux bien réels. Cela, dit toujours Bergson, d'abord les miens, je les aime d'instinct, et ensuite je les aime contre tous les autres. L'amour des miens a pour lui un instinct primitif et puissant, dont l'essence est de réunir ceux de la famille, du clan, en excluant les autres. Nous avons, dit le philosophe, un instinct de tribu, et nous n'avons rien de tel pour notre devenir humanité. La réalité, nous dit alors le sceptique, est celle des ethnonationalismes dont le langage politique est celui de la polarisation, pour employer un concept couramment employé aujourd'hui, et celui de la guerre culturelle. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les recherches actuelles sur la polarisation politique ont connu ces dernières années un important développement. Et il n'est pas surprenant qu'une des spécialistes de ce champ
soit Mina Sikara, du département de psychologie de l'Université de Harvard, dont l'histoire familiale et personnelle s'inscrit dans celle de la fin de la Yougoslavie et de la guerre tribale des Balkans. Cette direction qu'il a menée vers l'étude de nos politiques devenues de plus en plus des tribalismes et de cette polarisation qui signifie au fond qu'on ne parle même plus le même langage, parce qu'on peut être en désaccord dans le même langage, là il ne s'agit même plus de parler le même langage et de tenir pour vrai les mêmes faits. Ce n'est pas une simple coïncidence que l'une des plus grandes spécialistes de ces études-là soit venue elle-même des Balkans, qui ont connu à un moment donné le déchirement tribal. Et rien ne prouve mieux que ce langage que nous tenons aujourd'hui est tribal que le fait que l'on puisse prendre au sérieux une expression comme grand remplacement. C'est une tribu qui en remplace une autre. Les humains, par définition, ne se remplacent pas. Et nous ne pouvons pas procéder de proche en proche, appliquant pour ainsi dire la force de l'instinct de tribu à des groupements de plus en plus larges, passant de la famille au clan, du clan à la nation, en espérant qu'au bout, nous allons atteindre l'humanité. Il nous faut, dit le philosophe Bergson, entrer en humanité d'un seul bond. Et il ajoute que ce qui nous inspire l'aspiration à l'humanité et qui n'a rien d'instinctuel, c'est d'une part la raison philosophique qui nous montre l'éminente dignité de la personne humaine, de l'autre, la religion qui, dit Bergson, à travers Dieu, en Dieu, convie l'homme à aimer le genre humain. Bergson n'ignore absolument pas qu'on peut embarquer la religion, évidemment, dans le tribalisme. Et toutes les instrumentalisations de la religion auxquelles, malheureusement, notre époque nous a habitués le montrent. Mais ce n'est pas pour lui précisément cela, la signification de la religion. Ce n'est pas ce système clos qui ne fait que renforcer notre tribalisme, c'est au contraire une force pour lui, une force d'ouverture et qui nous dirige vers la cosmopolis, cette république universelle. Contre l'idée que l'on puisse aller d'un bond vers l'humanité, le scepticisme réaliste fait valoir l'abîme qui sépare le fait de la tribu, de l'idée ou de l'idéal d'humanité. Il y a aussi un autre scepticisme, celui que j'appellerais un scepticisme décolonial, qui lui fait valoir que comme la tribu, l'humanité de l'humanisme repose sur l'exclusion, car il s'est compris comme l'humanité européenne, pour reprendre l'expression du philosophe Husserl. Un tel humanisme, dit donc ce scepticisme décolonial, se construit sur la déshumanisation de ceux qu'il constitue comme autres. On le sait, la théorie critique de la race, telle qu'on peut la découvrir par exemple dans un ouvrage pionnier comme Le contrat racial de Charles Mills qui fut mon ami et mon collègue à l'université de Northwestern, eh bien, repose en grande partie sur la prémisse que l'humanisme se projette comme universalisme après avoir effectué un grand partage qui relègue hors de l'humanité accomplie ceux qu'il a constitués comme autres. Les Noirs, tout particulièrement, précisent ce courant que l'on trouve aujourd'hui dans la philosophie africaine-américaine en particulier, le courant dit afro-pessimiste. Alors, quelle réponse porter à ce scepticisme? Quelle réponse à l'accusation de naïveté portée par ceux qui voient dans l'idée d'humanité comme but un simple rêve qui ignore en particulier le langage réaliste de la politique, celui des différences et des inégalités? Répondre à ce scepticisme, c'est d'abord s'aviser que l'aspiration à l'humanité veut dire, de ce que cela veut dire. D'abord, dans l'éditorial de Jean Jaurès auquel je reviens maintenant, pour rappeler le constat par lequel il commence, que l'humanité est à construire, car, dit-il, elle n'existe point encore ou elle existe à peine. Et lorsqu'il demande comment donner le beau nom d'humanité à ce chaos de nations hostiles et blessées,
à cet amas de lambeaux sanglants, ce lyrisme est bien entendu celui de Jaurès, nous pouvons avoir des raisons de penser que cette question s'adresse au temps que nous vivons aujourd'hui. Mais le constat ne conduit pas au scepticisme et au réalisme consistant à dire « c'est ainsi, le monde est ainsi fait, nous vivons dans le monde de Hobbes et non pas celui de Rousseau, et il faut en prendre son parti ». Il appelle au contraire à un combat, qui est d'abord la foi en une aspiration à l'humanité, un appel à réconcilier tous les peuples par l'universelle justice sociale. Évidemment, l'humanité ne sera jamais la conclusion d'une démonstration dont on poserait les prémices et qui en ferait une nécessité. L'humanité n'est pas une nécessité théorique, ce n'est pas la conclusion d'une démonstration logique. C'est un principe régulateur. C'est une orientation et c'est cela la fonction de l'idéal. Et je suis heureux que mon ami Emmanuel Garcia ait fait circuler la petite conversation que j'ai eue à la radio récemment sur justement la signification d'un idéal qui est l'inverse d'une conclusion théorique, d'un raisonnement logique. Et appeler à un tel combat qui consiste à vouloir réconcilier tous les peuples par l'universelle justice sociale, continue Jean Jaurès, c'est alors vraiment, mais seulement alors, avoir une humanité réfléchissant à son unité supérieure dans la diversité vivante des nations amies et libres, dit-il. Et il conclut, vers ce grand but d'humanité, c'est par des moyens d'humanité aussi que va le socialisme. S'il est donc fait appel à la foi, il ne s'agit pas pour autant d'un irénisme qui serait sans prise sur la réalité. Pour ce penseur du socialisme et leader politique, l'universelle justice sociale suppose de combattre les inégalités au sein des nations et aussi celles entre les nations, partagées qu'elles sont par ce que Léopold Sédar Senghor, grand lecteur de Jean Jaurès, a appelé, je le cite, l'ordre de l'injustice qui régit les rapports entre le Nord et le Sud. Et je m'arrête ici un instant précisément pour rappeler la signification que le Premier ministre et Alain Supiot ont donnée à l'Institut qui nous réunit. Précisément, il s'agit de tordre le cou à cet ordre de l'injustice qui régit les rapports entre le Nord et le Sud sur le plan des idées, sur le plan épistémique aussi, en faisant en sorte que cette polarité entre le Nord et le Sud n'en soit pas une et que ce lieu qui nous réunit soit en particulier un lieu de traduction. La traduction entendue comme un humanisme. Eh bien, Senghor lui-même disait qu'avant d'être économique, cet ordre de l'injustice était d'abord culturel et basé sur le mépris. C'est au nom de l'aspiration à l'humanité, à ce panhumanisme dont Senghor, qui emploie le mot, précise que c'est ultimement le seul pan qui vaille, le seul pan à viser, que le combat sera mené, qui fera de chaque nation, selon les mots de Jaurès, enfin réconciliée avec elle-même, une parcelle d'humanité. Réinventer pour notre temps l'humanisme, c'est travailler, dit le poète philosophe sénégalais, sérieusement, efficacement, à l'abolition de l'ordre de l'injustice. Abolir ce qui sépare, afin que toute nation se pense non pas comme une insularité enfermée sur soi, mais comme une parcelle d'humanité. C'est cela, dit Senghor, l'humanisme à construire sur cette parole de sagesse wolof qu'il aimait à répéter, l'homme est le remède de l'homme. Je ne résiste pas à l'envie de vous le dire en wolof, nit nitei garavan. Et ceci me conduit à la troisième partie conclusive de mon propos, que j'intitule justement Ubuntu, l'humain est le remède de l'humain. Le concept en langue bantou, Ubuntu, que Nelson Mandela et l'archevêque Desmond Tutu ont universalisé, ont mondialisé, couvre un champ sémantique très large. Le philosophe linguiste Alexis Kagame, dans son livre de 1976, La philosophie bantou rwandaise de l'être, le cite ce mot comme exemple
lorsqu'il explique qu'accoler le préfixe ou, u, à un nom est la manière dans les langues bantoues qu'il explore dans son ouvrage de passer d'un terme concret, par exemple muntu qui fait au pluriel bantou et qui signifie simplement humain, donc l'accoler au terme abstrait correspondant donne Ubuntu qui devrait alors signifier humanité. Si vous mettez un U devant les humains, ça donne l'ensemble des humains ou humanité. Je dis qu'il devrait, car ce qu'explique le philosophe rwandais Alexis Kagame, c'est qu'une autre expression est utilisée dans ce sens pour dire humanité, pour dire genre humain, tandis qu'Ubuntu renvoie plutôt à la signification morale, à la signification éthique de ce que signifie être humain, et il traduit par la libéralité, la générosité. Il n'en dit pas plus dans son livre, car en 1976, ce mot de Ubuntu n'était pas encore le concept qui sera philosophiquement construit en 1994 pour éclairer de son sens la première constitution de l'Afrique du Sud démocratique et ouvrir sur l'avenir d'une nation réconciliée, dite arc-en-ciel, ou sur les travaux de la commission Vérité et Réconciliation. C'est cette construction philosophique qui lui a donné le sens que je propose de traduire comme étant « faire humanité ensemble ». Qu'est-ce à dire? L'Ubuntu est ce qui a permis de formuler et de penser le problème éthico-politique d'une abolition de la logique tribale qu'est l'apartheid pour établir une politique d'humanité. J'insiste sur la formulation et la pensée d'un problème éthico-politique parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le mot en lui-même n'est pas par lui-même porteur de philosophie. L'idée que la philosophie africaine serait une émanation, en quelque sorte, des cultures africaines ou une émanation des langues africaines, cette idée est tout simplement absurde. Aucune philosophie n'est l'émanation d'une culture. Au contraire, la démarche philosophique consiste pour l'essentiel à savoir également rompre avec, d'une certaine manière, avec la culture, parce que l'examen suppose la distance critique à l'égard de ce qui est aussi très souvent simplement un certain ensemble de préjugés. Raison pour laquelle ce mot n'avait pas d'importance particulière autre que grammaticale lorsque Alexis Kagame s'en occupe. En revanche, ce mot devient un concept philosophique lorsqu'il est construit comme tel. Et il est construit comme tel, non pas simplement par fantaisie de philosophie, on se met à prendre des mots au hasard et ensuite à leur donner une signification philosophique, c'est parce qu'ils sont appelés par un problème qu'il s'agit de formuler et auquel il s'agit de s'attaquer. Dès lors que l'Afrique du Sud se trouvait dans cette situation-là, il était normal que Desmond Tutu, parce qu'au fond les choses viennent davantage de lui que de Nelson Mandela si on y réfléchit, que Desmond Tutu ait trouvé dans ce mot la capacité de devenir le concept philosophique qu'il est devenu et la capacité qu'il avait de dire de manière très simple, de dire en un mot, comme on dit en langage familier, ce qu'il fallait que l'Afrique du Sud devint pour pouvoir sortir de la logique tribale de l'apartheid et entrer dans une politique d'humanité. Parce que le problème était celui-là. La fin de l'apartheid aurait pu signifier simplement la victoire des tribus non-afrikaners sur la tribu afrikaner et être ainsi le point de départ d'un cycle de vengeance dont on n'aurait pas su ce qu'il aurait été. Il fallait être bergsonien en la matière et dire il nous faut entrer en humanité d'un seul bond, non pas de proche en proche en élargissant l'idée de la tribu, mais au contraire en rompant radicalement avec la logique même de la tribu. Ce mot devenu donc concept philosophique put ainsi fonctionner comme une machine de guerre contre une idéologie séparatiste fondée sur la notion que les cultures humaines sont des essences qui doivent se développer en poursuivant des trajectoires différentes
et ne pouvant ni ne devant se mélanger. C'était la définition même de l'apartheid. Et comme je l'ai dit, la victoire contre l'apartheid aurait également pu s'avérer être la victoire simplement d'un autre tribalisme si elle avait été comprise comme le moment de la vengeance contre la tribu afrikaner par les autres. Mandela a compris que l'alternative se situe entre une idéologie des tribus de la séparation des humanités, ce que la marque d'un échec qui serait celui de l'Ubuntu, mais au contraire le signe de l'exigence et du besoin de davantage d'Ubuntu, penser comme un mouvement qu'il faut maintenant poursuivre afin de lutter contre les inégalités et de promouvoir la justice sociale au sein des nations et au niveau mondial pour mettre fin à l'ordre de l'injustice qui régit les relations entre le Nord et le Sud, pour revenir à Senghor. Et c'est parce qu'il est mouvement de sortie de la tribu, par la force d'aspiration vers l'humanité, que l'Ubuntu est un humanisme, une politique d'humanité pour notre temps. C'est une cosmopolitique, dans le sens que lui donne le philosophe Étienne Balibar, lorsqu'il évoque une politique de l'espèce qu'il nous faut aujourd'hui penser dans la nécessité où nous sommes de répondre comme une seule et même humanité, une seule et même espèce aux défis sanitaires et environnementaux en particulier auxquels nous devons faire face. Nous le savons, s'il ne fallait que des raisons négatives de faire humanité ensemble, ces raisons seraient en effet les crises sanitaires et environnementales que nous avons vécues et que nous vivons encore. Le virus Covid-19 nous a montré que pour lui, nous étions une seule et même espèce, dont il avait fait le tour en une nuit. Donc, si nous ne sommes pas en mesure de répondre comme une seule et même espèce, nous n'aurons pas compris ce qui nous est arrivé. De la même manière, nous savons bien que si le Brésil ne prend pas soin de la forêt amazonienne, c'est la respiration, c'est le poumon de l'humanité qui se trouve ainsi atteint. Et justement, la politique de l'humanité d'Ubuntu est avant tout aussi une politique de la vie, parlant d'environnement. L'Ubuntu, en ce sens, est un humanisme vital, pour reprendre une expression de mon ami le philosophe Frédéric Worms, actuel directeur de l'École normale supérieure. Si son sens est bien de faire humanité ensemble, dans la réciprocité, il comporte aussi une autre dimension écologique, celle qui invite à habiter ensemble la Terre. Il exprime donc aussi cette idée que l'humain ne se réalise pleinement que s'il accède à la conscience de sa responsabilité et de son devoir de mener ce que Teilhard de Chardin avait appelé une politique d'humanisation de la Terre. Et pour être un peu technique, je parlais tout à l'heure de Muntu qui fait au pluriel Bantu, mais en réalité, si on procède à la décomposition ultime, il faut mettre en évidence la racine Untu, N-T-U, qui signifie à la fois être, ce qui existe, donc c'est la composante première de notre monde, ce qui existe, et qui signifie également force de vie. Donc il y a l'idée que l'être est force et que l'être est force de vie, que tout être, exister, c'est être une force de vie dans la cosmologie bantou, au sein de laquelle cette expression de Ubuntu prend son sens. Et donc, cette cosmologie, lorsqu'on la décrit, et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que dans mon travail, je fais le rapprochement avec des cosmologies d'Afrique de l'Ouest. Non pas que j'ignore que l'Afrique n'est pas un pays, mais un continent. Et donc, dire que ce qui existe en Afrique du Sud ou dans les zones bantoues qui vont de l'Afrique australe jusqu'à l'Afrique centrale, comme on sait, je parle sous ton contrôle, cher ami Pierre-Étienne, eh bien, non pas que cela ressemble ou soit identique à ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, mais quand on a une approche de philosophie comparée, ceci a été fait par les linguistes bantouisants,
qui ont rapproché la racine ntu, NTU, du mot NIT en Wolof, qui signifie l'humain. Et ce rapprochement n'est pas un rapprochement accidentel parce que les bantouisans travaillent en effet à la constitution des familles linguistiques. C'est ce qui a fait que mon approche a été celle-là. Eh bien, les cosmologies en question sont des cosmologies du vivant et de la continuité du vivant. L'idée que rien n'est inerte, à proprement parler, dans le monde. Qu'il n'y a jamais un degré zéro de force de vie dans quelque être ou objet du monde que ce soit. Je crois savoir que Camille Toledo réfléchit également dans les directions que voilà, et je l'ai senti dans la capsule qui présentait la chaire, j'allais l'appeler la chaire écologique. Elle est bien, c'est bien plus long et plus compliqué que cela. Ah oui, chaire internationale des rivières, évidemment, c'est bien plus poétique que ce que j'avais essayé de dire. Mais cela veut dire donc qu'une politique d'humanisation de la Terre, une politique de réalisation de notre humanité comme premier universel, signifie aussi le devoir et la responsabilité de l'humain d'agir en fonction de cette compréhension que la nature nous est confiée par une humanité future. Et cela m'interdit par conséquent de me considérer, pour citer la parole bien connue de Descartes, comme son maître et son possesseur, et ainsi de transformer la nature en ressource naturelle. Il y a là, évidemment, dans la cosmologie que je viens de décrire rapidement, une forme de centralité de l'humain. Dans la chaîne des êtres, depuis la force des forces, en passant par les forces des ancêtres, les forces des êtres vivants aujourd'hui, les forces des animaux, les forces des végétaux et les forces des minéraux même, donc des rivières évidemment, dans cette hiérarchie, il est établi que l'humain a une responsabilité centrale parce qu'il va être ou elle va être le principe de distribution des forces et de régénération de ces forces. Peut-être est-ce là de l'anthropocentrisme, mais en tout cas ce serait un anthropocentrisme de responsabilité et non pas un anthropocentrisme ontologique où on dirait qu'il y a l'excellence de la vie humaine au-dessus et de manière qui surplombe les autres vies. La centralité de l'humain n'est pas un spécisme, comme on dit. Il n'est pas nécessaire de dissoudre, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il n'est pas nécessaire de dissoudre l'humanité pour lui interdire de se comporter comme un empire dans un empire. Il faut, au contraire, affirmer cette humanité comme but, mais encore une fois, ce but, il faut l'affirmer comme Ubuntu. Je vous remercie infiniment.